Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu hier mercredi une délégation de militaires au palais présidentiel d'Abidjan. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre. Conseil des ministres hier mercredi, il en ressort entre autres la réduction de 9% du budget 2017 de l'État de Côte d'Ivoire. Il passe à 6 447 milliards 600 millions de francs CFA. Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la prévention dans la lutte contre les maladies pouvant impacter le rein, telles que l'hypertension ou le diabète. Le dépistage précoce est encouragé. Bienvenue dans le 13h. Le président Alassane Ouattara, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu hier mercredi une délégation de militaires au palais présidentiel d'Abidjan. La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et des grands commandants. La journée d'hier a aussi été marquée par un conseil des ministres. Le budget 2017 de la Côte d'Ivoire a été revisé, moins 9%. Il passe à 6 447 milliards 600 millions de francs CFA contre 6 501 milliards 400 millions de francs CFA initialement prévus. Vijanaïma. Les récentes revendications sociales intempestives n'ont pas été sans conséquences sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2017. Au total, on enregistre une réduction des recettes, une hausse des dépenses et une baisse des investissements. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a adopté un projet de révision de la loi 2017. Il importe de préciser qu'au titre des dépenses ordinaires, initialement prévues à 2 616,6 milliards, les dépenses ordinaires sont révisées à 2 691 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 74,4 milliards de francs CFA qui découle des efforts de réduction des dépenses subventionnées et de la prise en compte des nouveaux engagements du gouvernement, dont les revendications sociales. Au titre des dépenses d'investissement, il est également important d'indiquer que les dotations d'investissement, quant à elles, enregistrent une baisse de 177,8 milliards de francs CFA, portant le niveau global à 1 746,9 milliards contre 1 924,7 milliards de francs CFA initialement. Ces évolutions portent sur une réduction des investissements financés sur Trésor pour 90,4 milliards de francs CFA et des projets C2D à hauteur de 91 milliards de francs CFA. Toujours sur sa lancée de combler le déficit en logement sur le territoire national, le Conseil des ministres a pris des mesures incitatives en direction des promoteurs immobiliers. Cette ordonnance accorde une exonération de 50% de l'impôt sur les bénéfices aux entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logements à caractère économique et social. Je voudrais ici préciser que le bénéfice de cet important abattement fiscal est subordonné à la réalisation d'un programme de construction de minimum de 250 logements pour les programmes réalisés dans le district autonome d'Abidjan, de 25 logements pour les programmes en dehors du district d'Abidjan et de 10 logements en zone rurale. Autre volet social, le gouvernement poursuit son programme de branchements sociaux et son programme d'électrification rurale. 2 nouveaux prêts ont été autorisés par le Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite de ces 2 programmes. Le Conseil a adopté 2 décrets.
Le premier décret porte ratification d'une convention de crédit d'un montant de 78 714 814 000 francs CFA, conclu le 13 avril 2017 entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité renouvelable. Ce projet vise à améliorer le taux d'accès à l'électricité par la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo et par l'extension des réseaux de distribution dans 12 chefs-lieux de région. Cet accord de prêt prévoit également l'électrification d'environ 350 villages dans les régions du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, ainsi que des branchements sociaux dans le cadre du programme Électricité pour tous. Le second décret porte également ratification d'un accord de prêt d'un montant de 198 295 801 000 francs CFA, conclu le 21 avril 2017 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Ce décret permettra donc le financement d'un projet de transport d'électricité et d'accès à l'électricité. Fonction publique, le Conseil vient de revaloriser les catégories les plus faibles. Le Conseil a adopté un décret portant octroi de 150 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories de A à B3, 100 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et D. Cette mesure donc concerne les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une grille particulière. Et cette décision entre dans le cadre des discussions entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il convient de préciser que cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2018. Au total, plusieurs mesures de portée sociale enregistrées au cours de ce Conseil des ministres. Une dernière et non des moindres est la décision du Conseil de lever les obstacles à la scolarisation pour les élèves du primaire non détenteurs d'extrait d'acte de naissance. Ce sont 1 165 325 élèves du primaire qui pourront bénéficier de cette mesure. Cette opération spéciale de déclaration à l'état civil va durer 3 mois. Elle concerne 34 578 élèves en classe de CM2 qui ne sont pas déclarés à l'état civil. Ils sont repartis dans 14 857 écoles sur le territoire national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec le président directeur général d'Agreco International de l'Afrique de l'Ouest, ensuite avec le directeur général du groupe Eurofine. Le point de ces deux rencontres avec Herman Guivet. Primature de la République. Le président directeur général d'Agreco International de l'Afrique de l'Ouest, à la tête d'une forte délégation, est reçu en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le groupe Agreco est une entreprise britannique, leader mondial des solutions d'énergie et de contrôle de température rapidement mobilisables. L'entreprise est présente en Côte d'Ivoire depuis 2010 et exploite une centrale thermique de production d'électricité de 200 MW à partir du gaz naturel. Nous avons rappelé les engagements d'Agreco ici depuis 2010, dans des conditions difficiles. Nous avons toujours répondu à la demande et à l'appel du secteur. Et nous avons évoqué des technologies plus efficaces qui peuvent nous permettre de proposer des solutions flexibles sur le moyen terme pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs d'augmentation de puissance très importants pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly échange ensuite avec Adam El Khalil, directeur général de l'Eurofind, entreprise spécialisée dans l'agro-industrie. On voulait rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui exposer nos activités et pour lui présenter également nos projets futurs
qui sont axés surtout dans l'agro-industrie. Il s'agit de projets futurs dans la transformation de cacao, dans la transformation de l'anacarde, dans la transformation des fruits et un projet également qui concerne l'abattoir, un abattoir pour la viande. L'entreprise Eurofind est présente en Côte d'Ivoire depuis 1972. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a ouvert hier le 3e congrès international de cardiologie. Africardio 2017 planche sur la prévention et les traitements des insuffisances cardiaques. Plus de 300 participants africains, européens et caribéens sont réunis à l'initiative de la Société ivoirienne de cardiologie d'Abidjan. Chantal Akanda. Les maladies cardiovasculaires constituent l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Cette situation alarmante a conduit à la tenue de ce 3e congrès international de la Société ivoirienne de cardiologie, Africardio 2017. Cette rencontre réunit plusieurs experts de sociétés savantes de cardiologie. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une conférence inaugurale prononcée par le professeur Maurice Kakou-Gikaoué sur le thème « Cardiologie en Afrique subsaharienne, défis et perspectives en 2017 ». L'Afrique subsaharienne actuellement est en transition épidémiologique. Nous sommes entre les maladies transmissibles et les maladies chroniques non transmissibles. Parce que nous sommes passés d'un mode rural avec l'urbanisation, la mondialisation et le changement de comportement avec les régimes, la malnutrition et la sédentarité. Nous sommes les candidats pour les affections cardiovasculaires. La ministre Raymond Goudou Kofi a salué cette initiative. Conscient donc de la montée galopante de cette pathologie dans notre pays, le gouvernement a, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, lancé un concept « Ma santé, ma vie » qui fait la promotion de la prévention, de la sensibilisation et des actions à mener pour répondre à la prise en charge des patients. Pour vous, cardiologues, la grande problématique qui se pose chaque jour à vous est la cause première de tous ces infarctus et ces variations de tension artérielle. Comment faire donc pour infléchir cette prévalence? Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan, qui a mis un accent particulier sur l'intérêt que revêt ce congrès pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre confirme, une fois de plus, que la Côte d'Ivoire est un pays de référence en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires en général et des insuffisances cardiaques en particulier. En effet, c'est dans notre pays que le premier institut de cardiologie d'Afrique subsaharienne francophone a été fondé par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, 40 années après son inauguration intervenue en janvier 1977. L'Institut de cardiologie d'Abidjan reste un fleuron de la médecine ivoirienne et de la cardiologie en Afrique subsaharienne. Un second institut donc de cardiologie, celui de Bouaké, est en construction depuis 2 années et devrait bientôt voir le jour. Durant 3 jours, les 300 participants se pencheront sur les solutions durables pour le bien-être des populations en matière de maladies cardiovasculaires. La Côte d'Ivoire compte 588 personnes dialysées reparties sur 8 centres d'hémodialyse. Chaque année, de nouveaux cas sont découverts. Le gouvernement mise sur la prévention avec le dépistage précoce des maladies pouvant impacter le rein, telles que l'hypertension ou le diabète. Astou Touré. Adjaratou a 19 ans. Elle vit une insuffisance rénale depuis 4 ans. Nouvelle bachelière, elle n'a pu s'inscrire pour poursuivre ses études supérieures. De plus en plus malade à cause du manque de calcium dans le sang, aujourd'hui, elle n'a qu'un souhait, bénéficier d'une greffe et poursuivre ses études sereinement. L'emploi du temps était tellement serré. Le soir, je finis les cours, je viens à l'hôpital. Je finis 22h, je vais à la maison. C'était pas du tout facile. Avec mes problèmes des os là, j'ai pas pu faire la préinscription pour aller à l'université. Je ne peux pas aller à l'université puis faire 2 jours de dialyse. Je ne peux pas faire les 2. Mon souhait, c'est recevoir une greffe pour pouvoir être comme les autres. Aller à l'école, terminer mes études aussi. Dans une autre salle de dialysé,
Un autre malade que nous allons appeler Aliou. Après plusieurs tentatives de recherche d'emploi, il a fini par s'y faire, car avec son état de santé, il a du mal à trouver un emploi. Je suis à mon propre compte, je fais mes propres affaires, puisque je ne peux plus travailler. J'ai fini mes études, j'ai un BTS en gestion commerciale, mais je n'ai pas pu travailler parce qu'aucune entreprise va me prendre avec ça. L'assurance d'abord, aucune entreprise ne va vouloir s'engager. Donc vous voyez que déjà c'est un handicap. La Côte d'Ivoire compte environ 600 malades du rein. Le pays compte 8 centres d'hémodialyse. Au service d'aide médicale universitaire SAMU de Cocody, 75 malades sont reçus par jour, soit 255 malades par semaine. Nous dialysons sur l'ensemble du territoire national à peu près 588 malades par semaine. Nous sommes confrontés à un nombre de plus en plus important de malades. Nous n'avons pas suffisamment de place pour les accueillir tous. Ça urge pour nous de pouvoir créer d'autres centres de dialyse sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir un peu délocaliser les séances de dialyse. Le taux de prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52% en Côte d'Ivoire. Le président des dialysés de Côte d'Ivoire plaide pour une meilleure prise en charge des malades. Il faut qu'il y ait assez de centres. Il faut diversifier les centres. Il faut les décentraliser. Parce qu'aujourd'hui, sur la liste d'attente, c'est au nombre de 300 patients. Au privé, ça fait 80 000 francs la séance. Il faut faire des séances dans la semaine. Les dialysés payent 1 750 au public. Mais à voir ces prix, on dira que c'est moins cher. Or, à côté de ça, il y a des dialysés qui ont l'hypertension, le diabète, un peu de tout. Pour la célébration de la Journée mondiale du rein, c'est l'esplanade des Tours de la cité administrative au Plateau qui reçoit ces patients peu ordinaires venus nombreux se faire dépister. On peut détenir une maladie dans l'organisme sans le savoir. C'est pour ça que ce matin je suis venu. Bon, comme l'opération est gratuite, donc il fallait que je profite. Moi, dans mon cas, ça va parce que je suis retraité. Ça va être un suivi pour moi, pour me permettre moi-même de voir comment je dois me tenir dans la vie. Pour les initiateurs de ce dépistage précoce, il faut mettre l'accent sur la prévention. Beaucoup de centres d'hémodialyse ont été créés et on arrive à prendre beaucoup de malades, mais on pense que ce qui reste à faire, c'est vraiment prendre les malades en amont pour limiter, pour réduire le nombre de malades qui vont arriver en dialyse. Si je prends le cas du service de néphrologie du CHU de Yopougon, où nous recevons chaque année à peu près 600 patients, entre 500 et 600 patients. 50% de ces malades présentent une maladie rénale chronique, c'est-à-dire la moitié, environ 300 à 350 patients par an. Ça, c'est un seul service. Alors, si vous extrapolez cela au niveau du CHU de Cocody, de Trècheville, de Boaké et autres, vous verrez que le nombre vraiment est très élevé. Le message, en fait, que nous donnons à la population, c'est que par le contrôle urinaire, rien que tremper une bandelette dans les urines, ça peut permettre de savoir si telle personne est à risque de faire une insuffisance rénale dans quelques temps et de prendre les mesures appropriées pour que cette insuffisance rénale ne survienne pas. La Côte d'Ivoire ne compte qu'une trentaine de néphrologues. Le nombre de médecins est insuffisant. Nous essayons d'intéresser les autres médecins qui ne sont pas forcément des spécialistes, mais qui peuvent nous aider à faire de la prévention. Par exemple, les gynécologues, les médecins généralistes, les pédiatres, puisque la maladie rénale touche toutes les tranches d'âge et toutes les couches socio-professionnelles. Donc, tout le personnel de santé, quelle que soit leur spécialité, peuvent apporter leur contribution à la prévention de la maladie rénale chronique. L'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et bien d'autres sont des maladies pouvant impacter les reins. Elles sont préoccupantes du fait de leur morbidité et leur mortalité. Pour éviter les maladies du rein, il est conseillé d'éliminer la consommation du tabac, manger moins gras, moins sucré, moins salé et consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Dans le domaine agricole, la 6e session plénière de la plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao. Les enjeux portent entre autres sur la chute des prix du cacao de 40%, l'amélioration de la productivité et aussi sur les effets du changement climatique. Noël Niagno. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao de Côte d'Ivoire. Voici 6 ans que ça dure. Les fondamentaux de son avènement. L'État seul ne peut pas tout faire. Et ce n'est d'ailleurs pas de la vocation de l'État.
de tout faire. Comme le secteur privé, en aucun moment et en aucune circonstance ne peut se substituer à l'État. 2 ans après, la plateforme glane ses premiers lauriers. Il faut un partenariat dynamique entre le secteur public et le secteur privé pour permettre à l'économie cacaoyère d'un pays de prospérer. La Côte d'Ivoire nous a donné la preuve depuis 2 ans qu'elle est en avance sur les autres pays sur cette question. C'est pour ça que nous avons tenu à honorer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Ghana et le Cameroun sont à l'école de la Côte d'Ivoire. Conclusion, la Côte d'Ivoire a eu le nœud creux. Sur le terrain, les résultats sont visibles et palpables. La production est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000, voire 1 700 000 en 2015-2016. Les efforts engagés se chiffrent à 27 milliards de francs CFA, dont 23% apportés par le privé partenaire de la plateforme. Le bémol, la productivité est encore faible, 500 kg à l'hectare. Le potentiel fait état de 1,5 tonne environ. Pire, la chute des coûts est venue remettre en cause tous les efforts consentis sur les 6 ans. La baisse brutale du prix apparaît comme une, entre guillemets, récompense amère de tous les efforts fournis par les producteurs en matière d'amélioration de la productivité. Une chute survenue contre toute attente. L'élément du prix, c'est une fonction de l'offre et de demande. Non seulement de l'offre de cacao en Côte d'Ivoire, mais globalement. Et qu'on a vu une augmentation de production mondiale qui s'est, après cet effet qu'il y a eu de sécheresse grave suite à l'harmattan très sévère, il n'y a pas eu un impact aussi négatif sur la production qu'ils avaient estimé. Devant ces aléas non maîtrisables, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné les défis à relever par la présente session. La fluctuation des prix de nos produits, parce que nous n'avons pas la maîtrise, et ça c'est une préoccupation importante. Le deuxième défi, et non des moindres, est constitué par les effets négatifs du changement climatique. En troisième lieu, il y a la menace récurrente des maladies et des ravageurs. Comme défi à relever, on peut citer également les menaces récurrentes de nous-mêmes, les hommes. Les partenaires ont 48 heures pour adresser ces questions, parce que filière majeure de l'économie ivoirienne, sa bonne tenue est gage de prospérité de cette économie. Après 1990 et 2004, la Côte d'Ivoire veut se doter d'une nouvelle loi sur la presse. Les organisations professionnelles des médias protestent contre ce projet de loi, notamment en son article 90. Le ministère de la Communication soutient cependant que cette loi n'entrave en rien la liberté de la presse. Michel Digré. Si le texte de loi en l'état actuel est adopté en plénière, promulgué et constitue la nouvelle loi, nous aurons reculé. C'est une avancée à nul autre pareille. C'est dans l'intérêt du journaliste que nous avons fait les choses comme cela. Des lectures diamétralement opposées des projets de loi portant régime juridique de la presse et celui de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. La raison, certaines dispositions sont des pilules difficiles à avaler pour les organisations professionnelles des médias, notamment l'article 90. Incitation au vol, au pillage, au meurtre, à l'incendie, incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale, à la haine sous toutes ses formes, apologie des crimes de guerre, incitation des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission à la rébellion, atteinte à l'intégrité territoriale. Voilà les faits qui peuvent entraîner une peine et tous les autres, tout autre, outrage au chef de l'État, outrage comme on en trouvait avant, est exonéré de peine de prison. Ce sont des amendes qui sont... Mais c'est un avantage qu'on ne trouve pas dans les lois des autres pays. Pour les organisations de journalistes, les peines privatives de liberté figurant dans le code pénal ne doivent pas être introduites dans les lois sur la presse. Nous recherchons les réparations, mais les réparations doivent être professionnelles. Les réparations ne doivent pas être pénales. C'est aussi une mesure.
c'est aussi une aune à laquelle on jauge l'avancée de la démocratie dans les pays. On dit que cet article était déjà dans le code pénal. Et malgré le fait qu'il était là-bas, il sévissait déjà. C'est en vertu de cet article 84, à l'époque ce n'était pas l'article 90, que les journalistes, que les 6 journalistes que vous connaissez avaient été arrêtés en début d'année. Donc l'article produisait ses effets. Mais pourquoi le prendre pour l'intégrer dans la loi? À quoi ça sert? Ça répond à quel impératif? À quelle nécessité? Voici les questions que nous nous posons. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication s'explique. L'article 90 vient corriger des dispositions que nous avons trouvées excessives pour des journalistes en prenant acte de ce que les peines qui sont énoncées dans le code pénal sont excessives, en prenant acte, combiné à l'article 89, de ce que le journaliste ne doit pas être détenu, même s'il y a une enquête. C'est seulement après jugement que le journaliste peut éventuellement être détenu s'il est reconnu coupable. Adopté en commission la semaine dernière, ces avant-projets de loi seront soumis à l'ensemble des députés en session plénière pour adoption ce 31 mai. Les élèves de l'école primaire de Gabiadji à San Pedro ont maintenant accès à une cantine scolaire. Plus de longues marches à pied pour aller se restaurer. Leur école leur offre désormais toutes les commodités. Thérèse Yoboué. Désormais, les élèves de l'école primaire publique Gabiadji 3 pourront manger sur place des repas à 25 francs. Cela grâce à la mutuelle des agents du contrôle financier. Elle vient en effet d'offrir une cantine scolaire composée d'une cuisine, d'un magasin et d'une salle à manger à ses élèves. Nous avons désormais une cantine. Oui, une cantine. Cela est bel et bien une réalité aujourd'hui. Fini la longue marche sous le soleil, ardent ainsi que nos retards répétés les après-midi. Le parrain, Félix Anoblé, qui a offert des vivres à l'établissement, promet d'équiper cette cantine en ustensiles. Il a invité les cadres et les autres mutuelles de la région à imiter la mutuelle des agents du contrôle financier. En attendant, l'école souffre de manque d'eau potable, d'électricité et de clôture. Au Venezuela, un homme a été tué et des dizaines de personnes ont été blessées lors de nouvelles manifestations contre le président Nicolás Maduro. Cela porte à 38 le nombre de morts depuis début avril lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des milliers de Vénézuéliens manifestent pour réclamer la chute du régime actuel. Terminons avec l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Le 11 mai 1981, le plus grand chanteur de reggae jamaïcain est mort à l'âge de 36 ans. En 1975, le titre No Woman No Cry devient son premier succès international, chanson phare reprise par de grands noms de la musique. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous, en particulier à Aféry, aussi appelé Grand Aféry. C'est une localité du sud de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Akoupé. Prochain rendez-vous de l'information, 20h sur RTI 1.